Bonjour, bonjour. J'attends encore quelques petites secondes pour être sûr que tous les participants nous rejoignent. Bienvenue au webinaire professionnel de ce jeudi 20 novembre 2026. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur, les lancements de collections, de labels, de séries, la mise en avant d'auteuristes émergents et émergentes et de nouveaux talents, des maisons d'édition à découvrir, des avant-premières de collections à venir en 2026. Et vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Wizambly. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Je laisse maintenant la place à la présentation des trésors de la réserve des livres rares, une découverte des éditions de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur ce webinaire portant sur les trésors de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Karine Picot. Karine, tu es conservateur à la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, en charge de ce département, dans ce département des collections 19e, du livre pour enfants et de la bande dessinée. Est-ce que déjà tu pourrais expliquer ce qu'est la réserve des livres rares et quelle place y occupe le livre pour enfants? Alors, la réserve des livres rares est un département de collection de la Bibliothèque nationale de France, établi sur le site François Mitterrand. Elle conserve quelques 200 000 volumes imprimés, relevant de tous les domaines de la connaissance, et publiés depuis l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisque les collections de la réserve s'enrichissent, entre autres modes d'entrée, par le dépôt légal des livres d'artistes contemporains. C'est donc une collection vivante et qui s'accroît avec la production actuelle contemporaine. Mm. Le livre pour enfants n'a conquis sa place que relativement récemment au sein de cette collection de livres rares et précieux. Et on peut notamment circonscrire la période décisive dans les années 1980-1990, en relation avec la reconsidération patrimoniale de cette production éditoriale qu'est le livre pour enfants. Depuis, le nombre de livres pour enfants rares ou devenus rares avec le temps n'a cessé de s'accroître au sein de la réserve par des transferts, par des dons, par quelques rares entrées du dépôt légal et principalement par des acquisitions réalisées auprès de libraires de livres anciens ou en vente publique. Ces acquisitions, faites par la réserve dans le domaine du livre pour enfants, visent à combler les omissions du dépôt légal, cette obligation faite d'abord aux imprimeurs, puis ensuite aux éditeurs à partir de 1925 de déposer un exemplaire au titre du dépôt légal. Et donc, les mailles du filet de ce dépôt légal sont parfois un petit peu larges et certains grands classiques sont passés à travers ces mailles. C'est ainsi, par exemple, que l'édition originale de l'histoire de Babar, le petit éléphant, publiée par le Jardin des Modes en 1931, ou bien encore l'édition originale de Macao et Cosmage, qui est le premier livre publié par la NRF en 1919, n'ont pas été déposés et ont ainsi été acquis ultérieurement, bien plus tard. Mais aussi nos acquisitions en matière de livres pour enfants visent à combler certaines lacunes de ce même dépôt légal qui se fait le plus souvent sous une forme économique, c'est-à-dire avec un volume broché,
Et donc échappent par ce biais plusieurs aspects de la production du livre pour enfants, notamment le cartonnage d'éditeurs, qui est très important pour le 19e siècle, mais également, dans le cas des livres à système, le dépôt légal se faisant donc jusqu'en 1925 par les seuls imprimeurs, nous avons les planches imprimées, mais nous n'avons pas les systèmes. Donc, nous acquérons aujourd'hui les livres à système les plus spectaculaires et les plus représentatifs de façon à combler ces lacunes. Par ailleurs, donc, dans le domaine étranger, nous acquérons des grands classiques de la littérature enfantine. Je citerai deux exemples parmi d'autres. L'édition originale du Jungle Book de Kipling, publié en 1894, mais également le tout premier roman, la toute première histoire des Moumines de Tove Jansson, publié en 1945. Enfin, nous acquérons également des ensembles d'originaux témoignant de la jeunesse d'une édition. On pourrait citer les originaux de Job au tournant des 19e et 20e siècles, mais aussi les originaux de Nathalie Parrain ou bien d'Elisabeth Ivanovsky. Mais la part majeure des achats réalisés par la réserve des livres rares dans le domaine du livre pour enfants est constituée par les avant-gardes artistiques à l'œuvre dans l'album pour enfants, et notamment entre 1900 et 1970. Avant-garde qui relève de différents mouvements artistiques, que ce soit Art Nouveau, sécession viennoise, expressionnisme, constructivisme, Art déco, mais également de différents pays: Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Islande, Italie, Angleterre, États-Unis, URSS, Japon, et tout récemment, parmi les dernières acquisitions, l'Australie. Super. Et c'est dans ce vivier que nous puisons nos projets de réédition depuis 2015. Ces projets de réédition ont d'abord été menés en collaboration avec Albin Michel Jeunesse jusqu'en 2020, et depuis 2020, la Bibliothèque nationale de France poursuit cette aventure seule. Et donc, c'est dans ce vivier des avant-gardes que nous puisons nos projets, car c'est bien l'originalité du graphisme qui guide nos choix, tout en accordant bien évidemment une importance à la qualité des textes et à la dimension de classique de ces albums dans leur pays d'origine. Nos rééditions sont très souvent des premières éditions françaises et donc des premières traductions en français de classiques étrangers. Alors, le présent tableau que vous voyez à l'écran permet de constater à la fois la couverture géographique des 11 rééditions réalisées à ce jour, donc depuis 2015, et donc couverture géographique qui va de New York à Saint-Pétersbourg et de Reykjavik à Budapest. Ce tableau montre également que le délai entre l'entrée de l'album original dans les collections de la réserve des livres rares et sa valorisation sous la forme de réédition est souvent très bref, moins de 10 ans en général, si l'on accepte deux titres, Le Petit Chaperon Rouge de Ted Gatt, qui était entré dans les collections en 1984, et Les Petits Contes Nègres pour les enfants des Blancs de Blaise Cendrars, qui est entré par dépôt légal en 1929 au moment de sa parution. Mais tous les autres titres réédités le sont généralement très rapidement après leur entrée dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, et notamment dans l'année qui suit, pour le cas des Deux Coqs d'or illustrés par Theo van Hoytema. Super. Alors, Vas-y, je te laisse continuer, pardon, je t'ai coupé. et donc, nous en venons finalement à la nouveauté à paraître en cet automne 2025, qui est donc un nouveau titre. Il s'agit d'un album hongrois, conçu et illustré par le peintre, graphiste et affichiste Sándor Bortnik, né en 1893 et décédé en 1976, et qui est l'un des plus éminents représentants de l'avant-garde artistique hongroise dans l'entre-deux-guerres, internationalement reconnu et figure majeure du Bauhaus magyar. C'est son unique livre pour enfants qui va connaître pas moins de 4 versions entre 1926 et 1933,
toutes ces versions partageant les mêmes illustrations de Sándor Bortník, illustrations hors texte en couleur, mais chacune de ces versions est accompagnée d'un texte différent. Alors, la première version de ce livre, dont le titre original en hongrois, alors pardonnez-moi pour mon malencontreux accent, Poti es Poti, la première version est non commercialisée et se présente sous la forme d'un exemplaire unique qui est conservé à la Codson Children's Library à l'université de Princeton et qui est composé donc des seules illustrations sur carton auquel est joint un texte de 22 vers dactylographié du à Z Erno. La couverture toilée porte le titre dans une esthétique qui est fortement inspirée du Bauhaus. Deuxième version, qui est à proprement parler l'édition originale hongroise de cet album pour enfants, est publiée à Budapest, alors entre 1926 et 1929, toujours sous le titre Poti es Poti, qui est donc le nom des deux principaux personnages. Et cette fois-ci, le texte est dû à un poète et écrivain pour la jeunesse, Laszlo Arangi. Nous en venons à la troisième version de cet album, qui est l'édition allemande, qui paraît en 1929, avec un texte adapté par le grand auteur pour la jeunesse, qui est Albert Sixtus. Et donc le titre devient Die Wunderfahrt, le voyage merveilleux, ou enchanté. Et donc Albert Sixtus est quand même l'auteur de plus de 75 livres pour l'enfance et la jeunesse. Enfin, cet album hongrois va connaître une édition américaine en 1933 sous le titre Tetchers and Scraps, Two Paper Dolls in Toyland, et qui est publié à Chicago, donc en 1933. Alors, en résumé, les éditions hongroises et allemandes sont en vers, tandis que la version américaine est en prose. Et la version américaine se singularise en outre parce qu'elle transforme les deux jeunes héros de l'histoire en poupée de papier. Donc on Oui. s'écarte un tout petit peu du texte d'origine. Il est permis de penser que les images de Sándor Bortník pour cet album ont préexisté à tout texte. En effet, une cinquième version hongroise confirme la parfaite autonomie des images, puisque en septembre 1932, on relève dans un journal féminin qu'il est proposé en cadeau aux abonnés de ce journal un leporello en carton reprenant les illustrations de Bortník qui sont affranchies du texte. Et ça, on l'a retrouvé, ce Leporello? Il est dans nos collections ou... Alors, j'ai contacté des bibliothèques hongroises qui m'ont précisé les caractéristiques de cette rare édition. Ah, ok, super. Ah, c'est Et donc, intéressant. l'édition publiée aujourd'hui par la Bibliothèque nationale de France est réalisée à partir de l'édition allemande, donc qui date de 1929. Et cette édition allemande a été acquise, est entrée dans les collections de la réserve des livres rares en 2018, dans un exemplaire qui est parfait, puisque bien complet de sa jaquette en papier qui recouvre le cartonnage d'éditeur, et dont nous avons reproduit le premier plat, la première couverture, dans la quatrième couverture de notre réédition. C'est une illustration en bleu qui reprend les différents éléments de l'illustration de l'album. Dans le plus grand respect, notre réédition se fait comme depuis 2015 pour les autres titres, dans le plus grand respect de l'édition originale, respect du format qui est un format presque carré, respect dans la maquette et respect aussi dans la composition du texte. On s'était forcé de tenir la traduction dans les 8 vers tels que l'avait fait Albert Sixtus. Voilà, donc il y a toujours un principe de grande fidélité à l'original. De même, c'est aussi ce qui nous a amené à conserver les gardes assez spectaculaires qui sont étonnamment exotiques de cet ouvrage où on retrouve nos deux personnages, Poti et Spotty, qui deviennent Marie et Max dans la version allemande et qui sont donc entourés cette fois-ci d'un bestiaire exotique. On retrouve tout à fait quand même un ours articulé qui a bien l'air d'un ours en peluche. Ah oui. Alors, ce voyage merveilleux est celui que font Poti et Poti, ou bien Max et Marie, qui sont deux enfants transportés dans les airs par leur cerf-volant, jusqu'à un royaume enchanté, une sorte de pays de nulle part, mais assez contemporain, à en juger par le train, l'avion, le bateau à vapeur, la voiture, la ville moderne, que l'on voit ici et là.
L'histoire a pour cadre un univers enfantin où règnent les plaisirs de l'enfance, c'est-à-dire les jouets, avec avant tout, bien sûr, le cerf-volant, les balles et les ballons, les châteaux de poupées que vous voyez par exemple sur cette image, le manège, le cheval à bascule, la voiture à pédales, les animaux en bois, l'ours en peluche. Mais également, alors juste toujours la diapo Ah oui, précédente, pardon. autre plaisir de l'enfance, ce sont bien évidemment les gourmandises avec ce goûter représenté ici et ces petits mitrons qui portent voilà, les plats successifs avec une très très belle diagonale dessinée donc en arrière-plan. Mm, mm, mm. Les 19 compositions hors texte reproduites en lithographie sont donc complétées par l'illustration de couverture et par les gardes. Et ces illustrations s'imposent par leur simplicité qui allie les aplats de couleurs vives et les formes simplifiées. La figure géométrique principale est le cercle qui s'affirme dans le dessin des têtes joliment rondes des enfants pour devenir omniprésent avec les balles multicolores qu'ils tombent tels des fruits mûrs des arbres, ainsi que vous pouvez le voir à l'image. Le triangle et le quadrilatère complètent ce lexique graphique qui affectionne également les formes stylisées, telles que les nuages et les vagues dans un style très art déco. Les compositions sont extrêmement construites, importance des diagonales, recours à la frise discrète en bas de planche, notamment, on l'a vu, peut-être si on peut revenir en arrière, le reflet des jambes des enfants, juste si on remonte un petit peu Ah, encore, le ici, oui. reflet des jambes des enfants, qui juste en bas de page, mais également un passage du train ou bien le survol nocturne d'une ville plongée dans l'obscurité. Et Bortnick déploie dans ce petit format presque carré, hein, c'est 21,6 sur 19,6, une esthétique inspirée de celle qu'il élabore à peu près à la même période dans ses affiches publicitaires, notamment pour les cigarettes Modiano. Joyeux, lumineux, cet album pour enfants est une parfaite illustration du style art déco, alors en plein essor, avec ses perspectives aplanies, sa géométrisation des formes, ses contrastes de couleurs et surtout sa dimension décorative. On le voit avec les ballons au motif chamarré, la profusion florale dans le jardin royal. Un style qui épouse parfaitement le registre enfantin pour imager un rêve qui est cher à l'enfance, c'est-à-dire celui de l'envol dans un pays merveilleux. Ce livre n'avait jamais été traduit en français et c'est donc une première édition française avec une traduction adaptée par Bernard Friot, qui a su rester fidèle au ton enjoué d'Albert Sixtus. En regard de chacune des compositions imprimées donc en large typographie, il y a 8 vers libres, peu rimés, mais abondamment rythmés et allitérés, qui commandent donc les 19 tableaux en regard, avec allant et complicité. C'est une réédition qui est bienvenue en cette année du centenaire du mouvement artistique Art déco. Effectivement. Merci Karine pour cette présentation de l'ouvrage. J'apprécie beaucoup, moi, en tant que responsable du développement commercial, parce que tu racontes tellement bien l'histoire de ce livre. Mais du coup, cette année, on a aussi mis un autre ouvrage avec une nouvelle réédition d'un ouvrage qui avait été réédité en 2018 avec Albin Michel Jeunesse, qui s'appelle donc Le Conte du Tsar Saltan. Est-ce que tu peux aussi présenter cet ouvrage, s'il te plaît? Alors, le succès de la réédition de 2018, donc réalisée avec Albin Michel Jeunesse, nous a en effet incité à rééditer cet automne Le Conte du Tsar Saltan de son fils, le glorieux et puissant preux, le prince Guidon Saltanovitch, et de la belle princesse Signe, qui est un conte en vers écrit par Pouchkine en 1831 et illustré par le grand Bilibine en 1906. Sur la trame du conte populaire des deux sœurs jalouses, le poète greffe des motifs divers qui sont par exemple l'intercession de l'animal magique et aussi de l'épouse enchantée. Et le poète amplifie également le jeu des répétitions qui, tels des refrains, confèrent au conte un rythme et le tirent vers la comptine. De toutes les illustrations du conte de Pouchkine, celle réalisée à 75 ans de distance par Ivan Bilibine est sans conteste la meilleure interprétation imagée, en parfaite osmose avec la lettre
dont elle épouse parfaitement le syncrétisme. Bilibine a alors déjà illustré sa célèbre série de 6 contes traditionnels qui sont publiés entre 1901 et 1903. Je les cite pour rappel, mais ils sont fort connus grâce aux rééditions. C'est Ivan Tsarevitch, L'oiseau de feu et le loup gris, Mhm. La princesse grenouille, La plume de Finistère Faucon, Vassilissa la très belle, Maria Morevna, et enfin Sœurette Aliénouchka et son petit frère Ivanouchka. Ce sont des contes dans lesquels Bilibine concilie subtilement illustration et décoration. À partir de 1902, Bilibine se fait ethnographe et entreprend de collecter des objets qui témoignent de l'art populaire russe. Et son illustration va devenir plus documentée. Et donc, l'illustration du Tsar Saltan qu'il réalise en 1905-1906 va abondamment se nourrir de cette collecte qu'il réalise de matériaux témoignant de cet art populaire. L'enluminure, parce qu'on peut bien parler d'enluminure du conte du Tsar Saltan, se compose de 14 aquarelles reproduites en chromolithographie et complétées par des éléments décoratifs qui sont imprimés en bleu. La couverture que vous voyez à l'écran est conçue comme une porte ouverte sur l'univers enchanté des contes populaires russes, puisqu'elle associe dans sa partie supérieure différents personnages du folklore russe, notamment la Baba Yaga dans son mortier devant sa cabane sur pied de poule, mais également le loup gris, l'esprit de la forêt, tandis que la partie inférieure, plus appropriée au conte qui va suivre, donc le Tsar Saltan, donne à voir un paysage marin, le vieux de la mer et ses preux chevaliers. Donc là encore, comme pour les éditions précédentes, hein, on respecte au plus près le format de l'édition originale, sa chromatique et la disposition, sa maquette. L'illustration de Bilibine associe l'influence du japonisme, par exemple les paysages d'Hiroshige, qui sont perceptibles dans ce ciel dégradé sur la neige, mais également la célèbre vague de Kusai, reconnaissable dans la vague qui emporte le tonneau que vous voyez à l'écran. La stylisation des décors célestes et marins témoigne également de l'influence de l'Art nouveau. Et puis, dans ce mélange donc de japonisme, d'Art nouveau, il y a bien évidemment des emprunts à l'art traditionnel russe, perceptibles notamment dans les bandeaux décoratifs, mais aussi dans les frises qui systématiquement sont en pied des compositions de Bilibine, hein, des petites frises décoratives que l'on voit encore ici, Ah oui. et qui sont tirées tantôt en bleu, tantôt en ocre et en Ah oui. divers. On l'avait en bleu là aussi également avec le tonneau. La palette de l'artiste joue habilement du contraste entre couleurs froides et couleurs chaudes que ponctuent parcimonieusement des rayons d'or. Ce sens du merveilleux qui domine complètement cet album se complète néanmoins d'un discret humour qui pointe dans certaines physionomies. On peut penser à Barbaric, la commère, hein, qui a des traits un petit peu caricaturaux, mais également les gardes du banquet final, ou bien certaines postures, le tsar qui écoute aux portes, le conteur témoin de cette histoire, assis par terre, qui a un peu trop bu, sous le regard du chat un peu ébahi. Si les 6 contes traditionnels illustrés par Bilibine que j'ai cités précédemment ont été édités en France dès 1976 grâce à la farandole et repris 20 ans plus tard par les éditions du Sorbier, le conte du Tsar Saltan est resté, lui, méconnu, ce qui explique le succès de l'édition de 1918, fait conjointement avec Albin Michel Jeunesse, et qui justifie également la présente réédition cet automne. Et c'est une réédition qui est imprimée en France, avec toujours une couverture qui est réalisée en 4 couleurs, avec un marquage à chaud doré pour ces réaux de couverture qui illuminent la couverture, et puis à l'intérieur, une impression en quadrichromie enrichie par l'ajout d'une 5e couleur, un bronze métallique. Alors, je vous invite pour conclure à venir fureter dans Gallica, où vous trouverez nombre d'autres pépites dans le domaine du livre pour enfants. Et puisque nous parlons des collections de la réserve des livres rares, je vous invite également à vous rendre sur le site de Richelieu
pour voir l'exposition actuellement ouverte consacrée à la bête est morte, dessiner, résister, témoigner, que vous pouvez voir dans la rotonde du musée avec les originaux des planches de Calvot. Oui, oui, donc sur le site Richelieu, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir, à la salle ovale, la possibilité de consulter aussi, plein de bandes dessinées, d'ouvrages gratuitement. C'est vraiment un lieu, qui s'inscrit sur l'ouverture, au public, dans Paris. Merci beaucoup Karine pour cette présentation. Ces ouvrages vont donc paraître le 6 novembre. On est vraiment très contents aux éditions. Et nous serons présents du coup au salon qui ouvrira le 26 novembre. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt pour plus de lectures et de découvertes littéraires. Merci et bonne lecture. Ah, merci beaucoup. Du coup, j'aimerais remercier les intervenantes et les spectateuristes pour leur écoute et leur attention. Les webinaires continuent toute la journée en ligne jusqu'à 18h, puis en replay. Nous vous donnons également rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre et tout le programme est à retrouver sur le site du Salon du Livre et de la Presse Jeune, slpj.fr. On espère vous voir au salon nombreux et nombreuses. Excellente fin de journée.